Ce matin-là, alors que je regardais depuis la fenêtre de mon bureau à Lyon, la silhouette de la colline de Fourvière se dessiner dans la brume, je ne savais pas que ce serait le dernier jour normal de ma vie. Je m'appelle Camille Laurent. J'étais analyste de données senior chez BioInnovat, la start-up de technologie de santé qui connaissait la plus forte croissance en Europe, située au cœur de Lyon. Du moins, je l'étais jusqu'à 9h ce matin-là. Cette histoire n'est pas celle de ma chute au plus bas. C'est l'histoire de la façon dont j'ai bâti un empire à partir de ce néant glacial. Mais la fin ne sera pas celle que vous imaginez. Avant de commencer mon récit, si vous aimez que justice soit faite, de manière impitoyable mais juste, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne et d'avoir activé la cloche. Car ce que vous allez entendre vous montrera à quel point la trahison peut être profonde et la vengeance peut être grande. Tout a commencé avec le projet Chimera. Chimera était mon bébé. Il s'agissait d'un algorithme de microcapteurs qui allait révolutionner le diagnostic médical. Un système capable de détecter les anomalies dans la circulation sanguine d'un patient, les cellules cancéreuses ou les maladies dégénératives des années avant l'apparition des premiers symptômes. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une mission qui allait sauver des milliers de vies. Et je n'étais pas seule dans cette mission. Étienne était à mes côtés, Étienne, l'homme à qui j'avais consacré 3 ans de ma vie. Il n'était pas seulement mon amoureux, mais aussi mon partenaire dans ce projet. L'homme qui m'apportait du café pendant que je passais mes nuits à écrire du code, qui me prenait dans ses bras après chaque simulation ratée, qui disait « Nous allons y arriver, Camille ». Ce matin-là, à 10h30 précise, j'ai reçu un email de notre PDG, Monsieur Dubois. Objet, réunion urgente, projet Chimera. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Ça y est, me suis-je dit. Le jour de la présentation est enfin arrivé. J'ai regardé le bureau d'Étienne, mais il n'était pas là. Il était probablement déjà parti à la salle de réunion avant moi. Je me suis dirigée vers la salle du conseil d'administration, située au 30e étage de notre gratte-ciel dans le quartier de Pardieu. C'était une pièce aux parois de verre, froide et imposante. Mais lorsque j'y suis entrée, j'ai senti que l'atmosphère y était plus glaciale que d'habitude. Monsieur Dubois n'était pas le seul à être absent de la table. Il y avait également Madame Girard, la directrice juridique de l'entreprise, et 2 hommes en costume coûteux que je ne connaissais pas. Et Étienne, il était là, assis en bout de table, à la droite de Dubois. Il ne me regardait pas. Il avait les yeux rivés sur le bloc-notes posé devant lui. « Camilla », dit Dubois. Sa voix était aussi tranchante et impassible que le scalpel d'un chirurgien. « Asseyez-vous, je vous prie. » J'eus un pincement au ventre. Ce n'était pas une réunion de célébration. Dubois s'éclaircit la gorge. « Hier soir, commença-t-il, nous avons découvert que l'ensemble des données de base et le projet de brevet du projet Chimera avaient été téléchargés sur un serveur appartenant à Medcore. Notre plus grand concurrent à Grenoble. La pièce se mit à tourner. « Quoi ? C'est impossible. Seul Étienne et moi avons accès à ces données ? C'est exact, dit Madame Girard, la conseillère juridique. Et les traces confirment que le transfert a été effectué hier soir à 2h17 à partir de votre terminal en utilisant vos autorisations. Mon sang se glaça. Non, j'étais chez moi. Je dormais. Étienne, dis-je en me tournant vers lui, désespéré. Dis-leur que nous étions ensemble. Étienne finit par lever la tête. Ses yeux étaient rouges. Mais ce n'était pas de la colère ni de la tristesse. C'était de la peur. Et de la culpabilité, il parla d'une voix larmoyante. Sa voix tremblait. « Oh Camille, dit-il, comment peux-tu nous faire ça ?»« Me faire ça ? Tu savais à quel point je croyais en ce projet. Tu avais besoin d'argent ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» À ce moment-là, la trahison m'a frappé la poitrine comme un coup physique. C'étaient des larmes de crocodile. C'était un jeu. Elle était assise du mauvais côté de la table. « C'est toi, » murmurai-je. « C'est toi qui as fait ça. » Monsieur Dubois a tapé du poing sur la table. « Ça suffit, Madame Laurent. Je ne vous laisserai pas calomnier votre partenaire pour couvrir votre crime. » Le conseiller juridique a poursuivi. « L'espionnage industriel est un délit grave selon la législation française. Notre société engagera des poursuites judiciaires à votre encontre pour le préjudice subi. De plus, dit Dubois d'une voix glaciale, votre contrat avec BioInnova est résilié à compter de cet instant. La sécurité vous accompagnera pour que vous rangiez votre bureau. » Je me levai. Mes jambes tremblaient. « Étienne !» dis-je une dernière fois. « Regarde-moi dans les yeux. » Il ne m'a pas regardé. 2 agents de sécurité apparurent à la porte.
Devant tout le bureau ouvert, sous les regards curieux et accusateurs de 60 personnes, je me dirigeais vers mon bureau. Tout le monde chuchotait. Les gens qui m'admiraient, encore la veille, me regardaient maintenant comme un criminel, un traître. J'ai pris mon sac et ma veste. Ils ne m'ont même pas laissé prendre le petit cactus qui se trouvait dans un pot sur mon bureau. Alors qu'on me poussait dans l'ascenseur, j'ai vu Étienne sortir de la salle du conseil d'administration. Monsieur Dubois avait la main sur son épaule et lui disait quelque chose pour le réconforter. Étienne jouait parfaitement le rôle de la victime. J'ai été expulsée du bâtiment. Je me suis arrêtée dans une rue animée de Lyon, au bord du Rhône. J'étais sans emploi. J'avais été trahie et ma carrière était terminée. Depuis ce matin-là, mon téléphone a vibré. Une notification de ma banque. Sur demande de Bioinnovat SA, vos comptes ont fait l'objet d'une mesure conservatoire pour suspicion de fraude. Mon compte était gelé. Je ne pouvais pas payer mon loyer. Je ne pouvais pas acheter à manger. Je n'avais plus un sou. À ce moment-là, en regardant les eaux froides et grises du fleuve, j'ai senti que le choc que je ressentais avait laissé place à autre chose. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas non plus de la peur. C'était de la colère. Mais pas une colère chaude et brûlante. Non, c'était une détermination glaciale qui m'envahissait et paralysait chacune de mes cellules. Étienne avait tout planifié. Il avait volé mon projet, détruit ma vie et m'avait jeté à la rue. Il avait fait de moi une victime. Mais à ce moment-là, alors que je tremblais au bord de la rivière, j'ai fait un serment. Je ne pleurerai pas. Je me battrai, il y avait une chose qu'Étienne ignorait. Un secret que M. Dubois et ses avocats coûteux méprisaient. Ils avaient peut-être gelé mon compte bancaire, mais ils ne pouvaient pas toucher à ma véritable fortune. Il y a des années, alors que j'étais encore à l'université, j'avais développé un petit algorithme que personne ne connaissait. Cet algorithme était mon arme secrète. Le jeu ne faisait que commencer. Je ne sais pas combien de temps je suis restée au bord du Rhône. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. La foule de midi à Lyon défilait autour de moi. Hommes d'affaires, étudiants, touristes. Aucun d'entre eux ne savait que la femme qui passait à côté d'eux, l'une des étoiles montantes de la technologie urbaine quelques minutes auparavant, était désormais une criminelle sans le sou et sans domicile fixe. La trahison d'Étienne était un plan parfait. Non seulement il m'avait volé mon projet, mais il avait également détruit toute possibilité de fuite. Ma réputation, ma carrière et mon argent. Il m'avait tout pris d'un seul coup. Il pensait m'avoir détruit. Il pensait m'avoir effacé. Mais cette détermination glaciale dont je parle était plus forte que les crampes dans mon estomac. Pas de larmes, juste de la concentration. Ma première tâche était de retourner dans mon bel appartement avec balcon à la Croix-Rousse. L'appartement où Étienne et moi avions emménagé, où nous buvions notre café le matin en admirant Lyon depuis les hauteurs. J'ai inséré la clé dans la serrure. Elle ne tournait pas, une enveloppe officielle était accrochée à la porte. Elle venait de mon propriétaire. Suite au retard de loyer et au blocage de vos comptes bancaires, expulsion immédiate, avertissement légal. Étienne avait également appelé mon propriétaire. Il m'avait non seulement licencié, mais aussi expulsé de chez moi. Il avait été rapide et impitoyable. Je me suis arrêtée devant la porte et j'ai regardé le papier. Toutes mes affaires étaient à l'intérieur. 3 ans de ma vie, mes souvenirs, mes vêtements. Tout avait disparu. Mais ensuite, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire amer. « Merci, Étienne », ai-je murmuré. « Tu m'as fait gagner du temps. » Je n'avais pas le temps de pleurer sur mes affaires. Ce n'étaient que des objets. Je suis partie, avec mes vêtements de travail et mon ordinateur portable personnel dans mon sac. Je repartais vraiment de zéro. Et maintenant, le moment était venu de révéler le secret qu'Étienne ignorait. Étienne pensait avoir volé le projet Chimera. Et oui, Chimera était un projet génial. Mais Chimera n'était qu'une version simplifiée et commerciale de mon véritable chef-d'œuvre. Le véritable projet était ma thèse de master à l'école Centrale de Lyon, un travail que j'avais rédigé 5 ans auparavant. Son nom, projet Caduceus. Caduceus était bien plus qu'un algorithme de microcapteur, c'était un moteur de prédiction. En analysant les repliements des protéines dans la circulation sanguine, il pouvait prédire des maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, 10 ans avant l'apparition des premiers symptômes. À l'époque, la technologie n'était pas encore assez avancée et ma thèse avait été jugée trop théorique et commercialement irréalisable par le jury. Étienne faisait partie de ce jury. « C'est un rêve brillant, Camille », m'avait-il dit. Mais ce n'est pas la réalité. Il m'avait poussé à mettre de côté Caduceus pour me concentrer sur Chimera, plus simple. C'est ce que j'ai fait.
Mais je n'ai pas oublié ma thèse. J'ai conservé le code original du Caduceus sur un serveur crypté que personne ne connaissait. Et j'ai publié l'article théorique de ma thèse dans une revue médicale suisse peu connue. Et il y a 3 mois, alors que le plan de trahison d'Étienne n'était pas encore mûr, j'ai reçu un email de Veritas Capital, l'une des sociétés les plus prestigieuses de Paris dans le domaine des brevets et des droits d'auteur. L'email indiquait qu'un géant pharmaceutique basé à Genève avait développé une nouvelle plateforme de diagnostic en s'appuyant sur l'article théorique que j'avais publié 5 ans auparavant. Sans le savoir, ils enfreignaient mon algorithme breveté, et ce, sur une plateforme valant des milliards d'euros. Le message de Veritas Capital était clair. Madame Laurent, vous détenez l'un des biens intellectuels les plus précieux de l'industrie médicale européenne, et Helvetia Pharma a une dette colossale envers vous. Au cours des 3 derniers mois, pendant qu'Étienne passait ses nuits à planifier le vol de Chimera, je négociais secrètement avec Veritas Capital les frais de licence rétroactifs et les droits d'auteur futurs. Et maintenant, quel Ironie. Le jour où Étienne m'a licencié et a gelé mes comptes, c'était aussi le jour où Veritas Capital a reçu l'accord pour le premier transfert. BioInnova avait gelé le compte sur lequel se trouvait mon salaire de 10 000 euros. Veritas Capital, quant à lui, s'apprêtait à verser le premier paiement de 8 millions d'euros sur un nouveau compte spécial à Niant, ouvert à mon nom et intouchable. Ce n'était que le début. J'ai traversé le Rhône et marché jusqu'à la place Bellecour. Je suis entrée dans un cybercafé. Je n'ai pas payé avec ma carte de crédit, mais avec les 200 euros en espèces que je gardais toujours dans mon sac en cas d'urgence. Via une connexion cryptée, j'ai envoyé un seul email aux avocats de Veritas. J'approuve. Lancez le transfert. Puis, j'ai ouvert un nouvel onglet. Maître Luc Bresson, Paris, avocat. Si BioInnovat comptait utiliser ses avocats d'affaires contre moi, j'avais besoin non pas d'un gilet pare-balles, mais d'une arme nucléaire. Maître Bresson était surnommé le requin au barreau de Paris. Il était spécialisé dans les guerres d'entreprise. Il coulait des sociétés, renversait des PDG et ne laissait aucune faille juridique derrière lui. Et surtout, il était flexible sur le plan éthique. Il était prêt à tout pour gagner. Je suis sortie du café, je suis entrée dans un bureau de tabac et j'ai acheté un téléphone jetable. J'ai composé le numéro de Bresson. Il n'a pas mis longtemps à répondre. « Bresson !» dit-il d'une voix forte et impatiente. « Maître Bresson !» dis-je d'une voix glaciale et déterminée. « Je m'appelle Camille Laurent. C'est Jean-Pierre Duval, de Veritas Capital, qui m'a recommandé vos services. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Le nom de Veritas avait attiré son attention. « Je vous écoute, Madame Laurent. »« Je suis actuellement à Lyon. Je viens d'être licenciée pour espionnage industriel, tous mes biens ont été saisis et j'ai été expulsée de mon domicile. »« Je comprends, » dit Bresson. Sa voix était indifférente. « Pour un procès en licenciement abusif. J'ai un avocat coûteux, Madame Laurent. »« Non, Maître Bresson. Je ne vous ai pas appelé pour un procès en licenciement abusif. » Je marquai une pause. « Je vous ai appelé pour racheter mon ancienne entreprise, BioInnovat. Et ce faisant, je veux que vous détruisiez légalement tous ceux qui ont comploté contre moi. Le budget n'est pas un problème. » Le silence au bout du fil était cette fois beaucoup plus profond. Je savais que le requin avait senti l'odeur du sang. « Villa Maya, » dit Bresson. « Vous connaissez cet hôtel sur la colline de Fourvière ? Soyez dans ma suite demain matin à 10 h. J'accepte les paiements en espèces. » Je raccrocha le téléphone. Étienne pensait qu'il m'avait mise à la rue, mais j'étais sur le point de commencer ma guerre depuis la suite la plus luxueuse de Lyon. Et je n'étais pas seulement sans argent. Je disposais d'une technologie réelle qui allait immédiatement rendre obsolète le petit projet Chimera qu'Étienne m'avait volé. Les règles du jeu avaient changé, et j'étais désormais le jeu lui-même. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un petit hôtel sans nom, dans une ruelle de Lyon, qui n'acceptait que les paiements en espèces. Je portais encore mes vêtements de travail de la veille. Hier, j'étais l'étoile montante de BioInnovat. Ce matin, j'étais recherchée comme criminelle industrielle. Mais je n'ai pas dormi. J'ai passé toute la nuit dans cette petite chambre d'hôtel, à la lumière de mon téléphone jetable et de mon ordinateur portable. J'ai vérifié que mon compagnon, en Suisse, avait été activé via un réseau crypté. 8 millions d'euros. L'argent était là, intouchable et à ma disposition. À 9 h 45, j'ai quitté l'hôtel. Je me suis rendue à un distributeur automatique, Vol,
et j'ai retiré suffisamment d'argent de ma carte prépayée, achetée avec les 200 derniers euros qui me restaient dans mon sac pour couvrir l'acompte demandé par maître Bresson. Puis je me suis mise en route vers la colline de Fourvière. La Villa Maya n'était pas un lieu pour les riches ordinaires. C'était un centre de pouvoir discret, situé à flanc de colline, surplombant Lyon, à côté des vestiges de la Rome antique. Lorsque j'ai dit à la réception que j'étais l'invitée de maître Bresson, personne n'a sourcillé, malgré mon costume froissé de la veille. C'était ça, le professionnalisme à ce niveau. On m'a conduit dans une suite panoramique qui offrait une vue imprenable sur tout Lyon. Et il était là, le requin. Le requin, point maître Luc Bresson, la soixantaine, impeccablement vêtu, était un homme au regard impassible. Depuis la fenêtre de la suite, il regardait les gratte-ciel de Pardieu où je venais d'atterrir. Il m'a parlé sans se retourner. Mon ami Duval, chez Veritas, m'a dit que vous étiez un génie. Un génie licencié hier, ai-je répondu en sortant l'épaisse enveloppe de mon sac et en la posant sur la table. Voici votre acompte. Bresson ne regarda même pas l'argent, il ne me quittait pas des yeux, il m'évaluait, il cherchait la faiblesse, la peur, l'hystérie, il n'en trouva aucune. Vous m'avez dit, dit-il en s'asseyant lentement dans son fauteuil, que vous vouliez racheter Bioinnovat. Ce n'est pas un cas de licenciement abusif, Madame Laurent, c'est une invasion, et les invasions coûtent cher. J'ai l'argent, maître Bresson, plus de 8 millions d'euros. Bresson sourit légèrement. 8 millions, dit-il. Ce n'est même pas le budget R&D de Bioinnovat pour le dernier trimestre. La valeur actuelle de cette société, grâce au projet Chimera, est d'au moins 150 millions d'euros. Faux, dis-je calmement. Bresson haussa les sourcils. Bioinnovat ne vaut pas 150 millions d'euros. La valeur nette actuelle de Bioinnovat est négative. Seulement, ils ne le savent pas encore. Expliquez-moi. Parce que, dis-je, le projet Chimera qu'ils ont volé n'est rien à côté du projet Caduceus que j'ai développé il y a 5 ans. Je lui ai tout raconté, ma thèse de master, la violation de brevets par Helvetia Pharma et la capacité du Caduceus à détecter la maladie d'Alzheimer 10 ans à l'avance. L'indifférence professionnelle qui se lisait sur le visage de Bresson disparut, remplacée par une expression de faim intense. Le requin avait vraiment senti l'odeur du sang. Il s'est levé et est retourné à la fenêtre. « Donc, dit-il, tandis qu'il élaborait son plan dans sa tête, vous ne voulez pas seulement posséder l'entreprise. Avant de la racheter, vous voulez la discréditer aux yeux du public. »« Exactement, répondis-je. »« Voici le plan, dit Bresson en se tournant vers moi. Le seul actif de valeur de Bioinnovat à l'heure actuelle est le brevet Chimera. Si nous parvenons à prouver que Chimera est à la fois un vol et qu'il est technologiquement sans valeur à cause du caduceus que vous détenez, la valeur des actions de la société s'effondrera du jour au lendemain. Et nous, ai-je ajouté, nous ramasserons les débris. Bresson sourit. J'aime ça, mais nous ne pouvons pas y arriver à deux. Il nous faut une armée. Et les 8 millions que vous avez entre les mains ne sont pas nos munitions, mais seulement notre budget opérationnel. Qui proposez-vous ? Dire ? Note tout d'abord, dit Bresson. Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur. L'homme qui a monté ce complot contre vous, Étienne, a dû laisser des traces numériques. Des emails, des enregistrements de serveurs, les données brutes du transfert vers le concurrent à Grenoble. Ils ont dit que votre terminal avait été utilisé. Nous devons prouver qu'il s'agit d'une fausse piste. Simon. Répondis-je immédiatement. C'est Simon Béchu, Kress, voix Souchmet, Simon Vasseur, un ancien camarade de classe, de l'école centrale, l'un des meilleurs experts en cybersécurité de France. J'ai entendu dire qu'il travaillait pour les services secrets français, mais qu'il avait démissionné. Il travaille désormais à son compte en tant que hacker éthique. On l'appelait le fantôme. S'il y a une trace sur un serveur, Simon la trouvera. Bien, dit Bresson en prenant des notes. Et faites-le venir à Lyon. Nous utiliserons cette suite comme salle de guerre. Deuxièmement, les finances. Que voulez-vous dire ? Vous, dit Bresson, en tant que Camille Laurent, vous ne pouvez pas faire d'offre à Bioinnovat. Vous êtes légalement un escroc. Pour racheter la société, nous avons besoin d'un véhicule propre, d'un fonds d'investissement solide, une société écran, un visage respectable, Ania Petrova, et répondis-je sans réfléchir. La fondatrice de Petrova Biotech Ventures à Paris. Ania investit dans les personnes, pas dans la technologie. Elle me connaît. Et ce qu'elle déteste le plus, ajoutai-je, c'est la mauvaise gestion et les hommes stupides. Ania Petrova ? Une rare expression de surprise passa sur le visage de Bresson. Oh,
C'est l'une des investisseuses les plus impitoyables de Paris. Si elle est avec nous, l'affaire est dans le sac. Je vais l'appeler. Dis-je. Parfait. Bresson se leva. Nos rôles sont donc définis. Moi, maître Bresson, je mènerai l'assaut juridique. Je créerai les sociétés écrans nécessaires via le Luxembourg. Simon, le fantôme, creusera la tombe numérique d'Étienne. Ania Petrova fournira les fonds nécessaires pour mettre le conseil d'administration de Bioinnovat dans une impasse financière. Et vous, Madame Laurent? Il me regarda. Vous êtes le commandant en chef qui décidera quand faire exploser la bombe Caduceus que vous avez entre les mains. Je me dirigeai vers la porte pour quitter la suite. Madame Laurent, dit Bresson, je me retournai. Partez, dit-il avec un léger sourire. Achetez-vous de nouveaux vêtements. Cessez de ressembler à une victime et commencez à ressembler à une PDG. Je suis sortie de l'hôtel. Je me suis dirigée vers la rue du président Édouard Herriot, la plus luxueuse de Lyon. Dans le premier magasin où je suis entrée, j'ai retiré le tailleur froissé que je portais la veille. À la place, j'ai enfilé un tailleur sombre aux lignes épurées et affirmées. Je me suis regardée dans le miroir. La femme licenciée et sans domicile fixe avait disparu. Devant moi se tenait une femme prête à reprendre une entreprise. Et maintenant, nous en arrivons à la question qui me trotte dans la tête. À votre avis, 8 millions d'euros suffisent-ils pour racheter une entreprise qui vous a trahi? Partagez votre opinion dans les commentaires. La réponse va vous surprendre. Car ces 8 millions n'étaient pas ma fortune. Ce n'était que mon pourboire. Lorsque je suis sortie de la rue du président Édouard Herriot, je n'étais plus la Camille d'hier. La nouvelle robe que je portais était plus une armure qu'un simple morceau de tissu. J'avais laissé la psychologie de la victime dans la cabine d'essayage de cette boutique de luxe. J'étais désormais le commandant en chef du requin de Bresson. Et un commandant en chef avait besoin d'une armée, première cible, Simon Vasseur. Le fantôme, on ne pouvait pas simplement appeler Simon. Il n'aimait pas être trouvé. Ses années passées au service des renseignements intérieurs l'avaient transformé en expert en invisibilité. Mais j'avais une clé qu'il avait peut-être oubliée. Une série d'emails cryptés PGP provenant d'un article sur la cryptographie quantique que nous avions écrit. Ensemble à l'école centrale, 5 ans auparavant, je suis retournée au cybercafé avec mon téléphone jetable. J'ai créé un nouveau compte email sécurisé. Je lui ai écrit une seule ligne. Fantôme. Caduceus a besoin d'aide. Confluence. Ce soir à minuit. Caduceus Caduceus était le nom de code du projet théorique sur lequel nous travaillions tous les deux à l'époque. Si quelqu'un avait lu ce message, il aurait pensé que c'était un non-sens. Mais Simon comprendrait. À minuit, je me trouvais sous le musée Confluence, le bâtiment le plus moderne et le plus futuriste de Lyon. Cette structure de verre et d'acier, située au confluent de la Saône et du Rhône, ressemblait à l'esprit de Simon, complexe. Acéré et fermé au monde extérieur, une silhouette est apparue dans l'ombre. Simon n'avait pas beaucoup changé au fil des ans. Capuche, regard vif et toujours sur ses gardes. « Camille », dit-il dans un murmure, « tu as réveillé un vieux fantôme. J'espère que c'est pour une bonne raison. J'ai arrêté de faire ce genre de choses. Je ne fais plus que des contrôles légaux. C'est légal, dis-je sans la moindre hésitation dans la voix. J'ai été licenciée hier de Bioinnovat. Je suis accusée d'espionnage industriel. Simon rit d'un rire froid. Et tu veux que je pirate les serveurs pour te disculper? Ce n'est pas légal, Camille. Non, répondis-je. Tu te trompes. Je ne te demande pas d'y entrer. Je te demande de suivre la trace d'une attaque qui a déjà eu lieu. Étienne a fait croire que les données avaient été divulguées depuis mon terminal. Il a utilisé mes mots de passe, mes autorisations. Il a comploté contre moi. Simon hésita. Il me regarda. Étienne, ce petit prétentieux, c'est lui qui t'a fait ça? Oui, et maintenant, j'ai besoin de preuves. Simon, tu dois prouver que ce transfert, prétendument effectué depuis mon terminal à 2h17, a en fait été redirigé depuis un autre endroit, probablement depuis l'ordinateur personnel d'Étienne, à l'aide d'une technique d'usurpation d'adresse IP. Il doit y avoir une trace dans les registres du pare-feu de Bioinnovat. Je veux que tu trouves cette trace. Les yeux de Simon se sont mis à briller. Ce n'était pas une simple demande de service. C'était une énigme impossible à résoudre. Et les énigmes impossibles étaient ce que le fantôme préférait. L'homme qui a comploté contre moi a volé le projet Chimera, ai-je ajouté. Mon projet. Ce n'est plus son projet, dit Simon. Villa Maya. Je connais la suite de Bresson. C'est le choix idéal pour la salle de guerre. Je serai là demain matin avec mon équipement.
Nous allons montrer à ce prétentieux qu'il ne faut jamais sous-estimer un agent de la DGSI. Le premier allié était prêt, la suivante, Ania Petrova. Si appeler Simon revenait à invoquer un fantôme, appeler Ania revenait à réveiller un dragon. Petrova Biotech Ventures, à Paris, est un fonds de plusieurs milliards d'euros. Dans ce monde dominé par les hommes, Ania était devenue une légende grâce à sa cruauté et sa clairvoyance. J'ai composé son numéro privé depuis mon téléphone jetable. Lorsqu'elle a décroché, une musique d'opéra jouait en arrière-plan. « Camille », dit-elle d'une voix veloutée mais froide, « j'ai appris la tragique nouvelle de Lyon. C'est très triste. Mais tu sais, je ne suis pas une organisation caritative. » Il me repoussait. « Ania !» ai-je dit en l'interrompant. « Je ne t'ai pas appelé pour te demander un don. Je t'ai appelé pour te proposer un empire. » La musique d'opéra s'est arrêtée. « Je vous propose Bioinnovat. » Dis-je. « Bioinnova ?» dit-il en riant. « Il vaut 150 millions d'euros. Et ton compte est gelé. Tu plaisantes ? Il vaut 150 millions d'euros car il possède le projet Chimera qui a été volé. Mais ce brevet m'appartient légalement. Et ce brevet lui-même n'a aucune valeur à côté de mon véritable projet, le projet Caduceus. « Caduceus ?» dit-il, sa voix soudainement devenue sérieuse. « Ta thèse théorique ?» Ce n'est plus théorique, Ania. Helvetia Pharma, à Genève, m'a versé hier 8 millions d'euros à titre de licence rétroactive pour avoir utilisé cette thèse théorique. Sans autorisation, le silence au bout du fil était aussi clair que le bruit de la machine à compter les billets. « Continue », dit Ania. « Voici le plan. Mes avocats et moi-même allons annoncer simultanément que Chimera est à la fois un produit volé et technologiquement invalide à cause du Caduceus. Les actions de Bioinnovat vont s'effondrer en une journée à la Bourse de Paris. Leur valeur passera de 150 millions à peut-être 20 millions. Et ensuite, dit Ania devançant mon propos, « Et alors ?» ai-je complété, « Ton fonds, Petrova Biotech Ventures, entrera en action via notre société Écran au Luxembourg et ramassera les débris. Étienne et cet idiot de PDG Dubois ne comprendront même pas à qui ils ont vendu la société. » Je marquai une pause. « Et une dernière chose, Ania. Les 8 millions dont je t'ai parlé hier. » Ce n'était qu'une avance. Je regardais l'écran de mon téléphone. Je lus le courriel crypté que Veritas Capital venait de m'envoyer. « Helvetia Pharma, » dis-je en cachant mon sourire, a accepté de verser la totalité des frais de licence rétroactifs. Le montant total qui est en train d'être transféré sur mon compte à Nyon s'élève à 75 millions d'euros. J'entendis Ania Petrova lâcher un juron. « Villa Maya », dit-elle rapidement. « Je serai à Lyon demain matin avec le premier train rapide. Montre-moi ce code, Caduceus. Petite génie. Et nous te donnerons ton empire. » J'ai raccroché. Dans le dernier épisode, je vous avais posé la question suivante. 8 millions d'euros suffisent-ils pour racheter une entreprise ? La réponse est non, car 8 millions ne suffisaient pas pour se venger. Mais 75 millions. Oui, 75 millions d'euros suffisaient pour déclencher une guerre. Le lendemain matin, à 8 heures, la suite de la Villa Maya, qui était la chambre d'hôtel la plus luxueuse de Lyon, s'était transformée en quartier général de guerre officieux. Ania Petrova était arrivée de Paris par le premier TGV du matin. Elle était la reine des chiffres, froide, analytique et impatiente. Dès qu'elle est entrée dans la chambre, elle a voulu voir non pas ma fortune de 75 millions d'euros, mais les données brutes de mon projet Caduceus. Maître Luc Bresson, le requin. Car dans un coin de la pièce, passaient des appels téléphoniques silencieux grâce à ses contacts à Luxembourg et à Zurich, tissant des réseaux financiers invisibles, et Simon Vasseur, le fantôme. On avait connecté la télévision grand écran de la suite à 6 moniteurs différents. La pièce était remplie du cliquetis des claviers et du ronronnement silencieux des ventilateurs des serveurs. Et moi, je me tenais au milieu de ces 3 génies. Le commandant en chef, Ania, dis-je en lui tendant mon ordinateur portable. Voici Caduceus, chaque ligne que j'ai écrite il y a 5 ans. J'ai entendu Ania retenir son souffle pendant qu'elle examinait le code. « Oh Camille, dit-elle sans lever la tête, cela ne prédit pas seulement la maladie d'Alzheimer. Cela peut prédire n'importe quelle anomalie liée au repliement des protéines. Cela vaut des milliards d'euros. Chimera, le jeu qu'Étienne a volé, n'est qu'un jouet à côté de ça. Je sais, ai-je répondu. Et maintenant, nous allons récupérer ce jouet. » Tous les regards se tournèrent vers Simon. « Fantôme, dis-je, c'est à toi. Trouve cette trace. » Simon hocha la tête. Il retira sa capuche. Ses yeux dansaient sur les 6 écrans devant lui. « Je ne me connecte pas au serveur de Bioinnova.
dit-il à l'intention des personnes présentes dans la pièce. Légalement, à la demande de l'avocat Bresson, je procède à l'analyse judiciaire d'une cyberattaque qui a déjà eu lieu. Bresson sourit. Tout est légal, Simon. Continue. Les doigts de Simon se mirent à courir sur le clavier. Des lignes de code, des enregistrements de serveurs et des répertoires complexes défilèrent à l'écran. Bon, dit Simon, je suis dedans. Je vois le piège qu'Étienne m'a décrit. Il est 2h17. Ton identifiant terminal a été utilisé. Le transfert a été effectué vers le serveur Medcore à Grenoble. Un complot parfait. En surface. Mais, dis-je en retenant mon souffle. Mais dit Simon, Étienne est arrogant. Et les hommes arrogants commettent des erreurs. En complotant contre toi, il a utilisé un VPN pour protéger son propre terminal. Astucieux. Mais ce VPN a aussi un point de sortie. Simon a accédé aux journaux du pare-feu principal de BioInnovat. Il parcourait des dizaines de milliers de lignes. Entrée, sortie, entrée, sortie. Tout est normal. Marmonna-t-il. Mais qu'en est-il du transfert à 2h17 ? À ce moment-là, alors que ton terminal envoyait des données à l'extérieur. Quel autre terminal recevait une commande inhabituelle de l'intérieur ? Simon appliqua un nouveau filtre. Les dizaines de milliers de lignes à l'écran furent réduites à une centaine. Puis il se pencha sur l'une d'elles. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Simon. 3 secondes avant le transfert, à 02h16, mine 57 essais. Une commande « Autorisation administrative » provenant de l'extérieur a été envoyée au serveur BioInnovat. Cette commande a ordonné à votre terminal de packager et envoyer les données. Donc, dit Bresson, quelqu'un de l'extérieur l'a déclenché ? Oui, répondit Simon. Et l'adresse IP d'où provenait cette commande n'est pas celle du domicile d'Étienne. Il n'est pas stupide. Attendez 1 minute. Cette adresse IP me dit quelque chose. Simon copia l'adresse IP et la rechercha dans sa base de données. Lorsque le résultat s'afficha à l'écran, tout le monde dans la pièce eut le sang glacé. « Ce n'est pas possible », dit Simon. Anya se leva. « Quoi ?» Simon tourna l'écran vers nous. L'adresse IP correspond à la résidence officielle du PDG de Medcore, une société concurrente basée à Grenoble. Il y eut un moment de silence. Le premier à comprendre fut Shark. Bresson, un sourire sauvage apparut sur son visage. « Mon Dieu !» dit Bresson. « Je comprends. Étienne n'a pas seulement vendu les données à Grenoble. Je retins mon souffle. Étienne, dit Simon, a utilisé l'Internet de la maison du PDG de la société concurrente pour comploter contre toi. C'était le comble de la stupidité. Étienne avait rejeté la faute sur son partenaire pour se protéger. Il était tellement arrogant qu'il n'avait pas remarqué qu'il avait laissé une preuve numérique irréfutable et concrète reliant les deux entreprises. Qu'est-ce que cela signifie ? Demandai-je. Cela signifie, y répondit Anya, les yeux brillants, que nous n'avons pas seulement entre les mains une affaire de licenciement abusif contre Étienne. Cela signifie, dit Bresson, que nous avons entre les mains une affaire d'espionnage industriel organisé et de complot entre les deux sociétés. Cela coulera Medcore. Cela ne se limitera pas à faire renvoyer Étienne. Cela le fera mettre en prison. Simon sourit. Le fantôme a terminé son travail. Les preuves sont en cours de copie sur le disque crypté. Tiens, Bresson prit le petit disque USB dans sa main. C'était la clé de déclenchement d'une bombe nucléaire. Super, dit Bresson. Passons maintenant à la phase 2. Il se tourna vers Anya. Anya, la société écran. Est-elle prête ? La société Ethelred Holdings, basée à Luxembourg, a été créée hier. N'est qu'à déclarer Anya. Et son capital de 75 millions d'euros a été transféré de Nyon à Luxembourg. Nous sommes prêts à passer à l'action. Voici le plan. N'a déclaré Bresson. Nous allons d'abord acheter la dette, pas les actions. BioInnovat a obtenu un crédit de recherche et développement de 30 millions d'euros auprès de grandes banques parisiennes pour le projet Chimera. Ethelred Holdings va racheter discrètement cette dette aux banques. Les banques adorent céder leurs créances à un fonds qui paie en espèces. Donc, dis-je, c'est nous qui serons la banque. Exactement, répondit Anya, sans que BioInnovat ne s'en aperçoive. Nous tiendrons les rênes. Et quand tirerons-nous les ficelles ? Demandai-je. Bresson regarda la petite clé USB qu'il tenait dans sa main. Étienne et le PDG Dubois doivent être en train de faire le tour des investisseurs pour le lancement de Chimera. Ils célèbrent leur victoire. Laissez-les célébrer, dis-je avec une froide détermination. Et plus ils se rapprocheront du sommet, plus leur chute sera rude. D'abord, ai-je dit, nous allons éliminer Medcore, son concurrent grenoblois.
Nous devons faire en sorte qu'Étienne n'ait plus nulle part où aller. Je regardais l'équipe. Le requin, ou le fantôme, et le dragon. Et moi, notre plan ne consistait plus seulement à récupérer une entreprise. C'était un coup d'échec qui allait remodeler tout le secteur, et nous nous préparions à faire échec et mat. La suite de la Villa Maya n'était pas un havre de paix surplombant Lyon, mais un centre d'opération. Mon équipe était constituée, le requin, ou le fantôme, et le dragon. Et moi, j'étais leur commandant en chef. Pendant les 3 jours qui ont suivi, nous n'avons pas mis les pieds dehors. Nous avons commandé nos repas dans la chambre, et avons regardé le soleil se lever et se coucher sur Lyon depuis nos fenêtres. C'était une guerre silencieuse et invisible. C'est Ania Petrova qui a fait le premier pas. Dragon. Ania a utilisé notre fonds Ethelred Holdings, basé au Luxembourg, pour contacter le consortium bancaire parisien qui détenait le crédit de recherche et développement de 30 millions d'euros de BioInnovat. Normalement, les banques ne souhaitent pas céder un crédit rentable. Mais le plan d'Ania était génial. Elle a chuchoté aux banques que le projet Chimera était une technologie non testée et à haut risque, et que si le projet échouait, BioInnova ne pourrait jamais rembourser cette dette. Puis elle a fait son offre. Ethelred Holdings est prêt à racheter cette dette à risque. Demain matin, en un seul versement, pour un montant de 30 millions d'euros en espèces. Pour les banquiers, cela signifiait abandonner le jeu et empocher l'argent. En 72 heures, l'accord était signé. La dette de 30 millions d'euros de BioInnovat n'appartenait plus aux banques parisiennes, mais à ma société écran, Ethelred Holdings. Basée à Luxembourg, je n'étais plus leur principal actionnaire. J'étais désormais leur principal créancier. Le PDG Dubois et Étienne, en buvant leur café du matin, ignoraient que les rênes de la société qu'ils contrôlaient étaient désormais entre mes mains. Nous avions 75 millions d'euros entre les mains. En n'utilisant que 30 millions, nous avions acheté le destin d'une entreprise valant 150 millions d'euros. Et cela me fait réfléchir. Que pensez-vous de la véritable nature du pouvoir ? Est-ce le fait d'avoir de l'argent ou de pouvoir transformer cet argent en armes à l'insu de tous ? Partagez votre philosophie dans les commentaires, car ce qui va se passer dans quelques instants clarifiera la réponse à cette question. Le deuxième coup est revenu à Maître Bresson, alias le requin. Bresson a pris la preuve nucléaire trouvée par Simon, à savoir la clé USB cryptée montrant qu'Étienne avait commis le vol depuis l'adresse IP du domicile du PDG de Medcor, son concurrent. Que faisons-nous maintenant ? Ai-je demandé. Allons-nous voir la police ? Bresson a ri. Non, commandant en chef, la police est lente. Nous allons nous rendre au parquet national financier. Et nous n'y irons pas pour porter plainte, mais pour faire une dénonciation anonyme. Pourquoi anonyme ? Demanda Simon. Nous ne voulons pas laisser de traces. Exactement, fantôme. Et répondit Bresson. Si l'on sait que cette dénonciation vient de nous, Étienne et Dubois comprendront que nous menons une contre-conspiration. Mais si la dénonciation semble provenir d'un employé consciencieux de Medcor, je compris le plan. Étienne pensera que son partenaire chez Medcor l'a trahi. Il paniquera, exactement, et répondit Bresson. Et les hommes paniqués commettent davantage d'erreurs. Bresson prépara le colis anonyme qui serait envoyé au PNF. Il contenait l'analyse judiciaire des enregistrements IP trouvés par Simon et un rapport facile à lire montrant le transfert du code Chimera des serveurs de BioInnova vers ceux de Medcor. Le colis fut envoyé depuis un bureau de poste de Marseille à des kilomètres de Lyon, dans un endroit dépourvu de caméras de sécurité, et nous avons commencé à attendre. Pendant ce temps, que faisaient Étienne et Dubois ? Grâce au contact d'Ania à Paris, nous pouvions voir ce qui se passait chez BioInnovat. Il faisait la fête. Étienne s'était installé dans mon ancien bureau. Il avait été promu seul inventeur du projet Chimera. Avec M. Dubois, ils avaient entrepris une tournée auprès des investisseurs pour le lancement de Chimera. Ils donnaient des interviews à la presse, affirmant qu'ils allaient faire de Lyon la capitale européenne des technologies de la santé. Dans chaque interview, Étienne disait à quel point il était attristé par ma trahison tragique, mais que l'entreprise avait surmonté cet événement malheureux. Comme le dit l'analyse, l'orgueil est toujours la plus grande faiblesse du méchant. Pendant qu'il sabrait le champagne, nous attendions que le piège se referme. Le 4e jour, au matin, la nouvelle que nous attendions est tombée. Une alerte flash est apparue sur l'application Les Échos du téléphone d'Ania. Flash.
Une perquisition a été menée par la PNF chez Medcor, basée à Grenoble, pour suspicion d'espionnage industriel organisé. Le domicile du PDG est en cours de perquisition. Simon a projeté l'écran. Les chaînes d'information montraient les véhicules de police devant le siège social de Medcor à Grenoble. Dans la suite de la Villa Maya, nous avons tous regardé le chaos en silence. Simon sourit. Mission fantôme accomplie. Anya but une gorgée de café. Le dragon a tiré. Bresson a ajusté sa cravate. Le requin est dans l'eau. Quant à moi, je ne regardais pas le bâtiment de Grenoble, mais la tour Bioinnova à Lyon. Je savais qu'Étienne était en train de voir cette nouvelle. Son partenaire, son allié, son refuge, Medcor, était en train de sombrer. Et la preuve qui le faisait sombrer désignait directement Étienne lui-même, son erreur d'orgueil. Il n'avait plus nulle part où aller. La phase 2 est terminée, ai-je dit à mon équipe. Étienne n'a plus aucune issue. Passons maintenant à la phase 3. Il est temps d'en finir avec Bioinnova. Dans la suite de la Villa Maya, la lumière bleue des bulletins d'information diffusés sur 6 écrans éclairait nos visages. Les voitures de police devant le bâtiment Medcor à Grenoble, les allées et venues des inspecteurs du parquet national financier, c'était le moment où notre dénonciation anonyme, la bombe numérique trouvée par le fantôme, allait exploser. La voie de fuite d'Étienne, son allié Medcor, était officiellement en feu. Et maintenant, dit maître Bresson, le requin, en baissant le son de la télévision. Que la panique commence. Tous les regards se tournèrent vers Simon, le fantôme. Il ne surveillait plus Medcor. Il surveillait le réseau de communication interne de Bioinnova, légalement bien sûr, dans le but de détecter toute activité inhabituelle. Tu as raison, requin, dit Simon en tapant rapidement sur son clavier. C'est le chaos total à l'intérieur. Étienne a envoyé 17 messages au PDG du bois au cours des 10 dernières minutes. Cela ne nous concerne pas. Dit Medcor nous a tendu un piège. Et nous devons couper la connexion. Et, ajouta Simon avec un sourire froid, il est en train d'essayer d'effacer tous les fichiers temporaires. Et l'historique des emails de son terminal. Il panique. Il détruit les preuves. Super, dit Bresson. Il avoue son crime. Laissez-le effacer. Nous avons déjà les originaux, Anya, dis-je en me tournant vers Dragon. Où en est l'action Bioinnova ? Anya suivait la bourse de Paris sur sa tablette. Elle n'est pas encore affectée. Les investisseurs pensent qu'il s'agit d'un problème concernant uniquement Grenoble et Medcor. Ils s'attendent à ce que Dubois fasse une déclaration dans quelques instants pour dire « Nous n'avons aucun lien avec Medcor ». Alors, dis-je, avant qu'ils ne puissent faire cette déclaration, donnons-leur un problème plus grave. Je me tournai vers Bresson. « Maître, le moment est venu. »« Quelle bombe préférez-vous, commandant en chef ?» demanda Bresson. « La violation de brevet ou le défaut de paiement ? Pourquoi devons-nous choisir ?» dit Anya les yeux brillants. « Expliquons d'abord qu'ils sont technologiquement sans valeur, puis qu'ils sont en faillite. Tel était le plan. » Choc et effroi, Bresson appela son bureau à Paris. Il mit le haut-parleur. « Jean-Luc, dit Bresson, sommes-nous prêts ? » « Parfait. Au nom du projet Caduceus, déposez dès maintenant auprès du tribunal le dossier de 100 millions d'euros que nous avons préparé contre Bioinnova SA pour violation flagrante du brevet du projet Chimera. Et oui, envoyez directement une copie au rédacteur économique des journaux Les Échos et Le Monde. » Le téléphone s'est éteint. Le silence dans la suite n'était rompu que par le cliquetis du clavier de Simon. 3 minutes plus tard, une nouvelle notification retentit sur la tablette d'Anya. Simon vit la nouvelle en même temps. Flash. Bioinnova, accusé d'avoir violé le brevet Caduceus, qui devrait révolutionner le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. L'article était impitoyable. Il racontait comment ma thèse théorique, écrite 5 ans auparavant, à savoir Caduceus, avait été brevetée par Helvetia Pharma pour une plateforme valant des milliards d'euros. Il expliquait ensuite en détail, à l'aide d'avis d'experts, comment le projet Chimera d'Étienne n'était qu'une copie maladroite et une imitation primitive, à côté du génial code Caduceus. La réaction des investisseurs a été immédiate. Anya a tourné sa tablette pour que nous puissions tous la voir. Le graphique boursier de Bioinnova. La société, qui avait ouvert à 150 millions d'euros ce matin-là, la ligne à l'écran est passée au rouge et a commencé à chuter à pic, comme si elle plongeait dans un précipice. Ça 130 millions, a déclaré Anya calmement. 110 millions. 80 millions. Le projet Chimera
Nden Teshreu Vetosprikpwe. Seul actif de valeur de BioInnova avait été qualifié de volé, et sans valeur, en l'espace de 10 minutes, et cela combiné au scandale Medcore. 50 millions. La valeur de l'entreprise avait perdu les 2/3 de sa valeur en 1 heure. L'empire qu'Étienne avait bâti s'effondrait sous nos yeux. Voir un empire, tant d'arrogance, tant de trahison se transformer en une ligne rouge sur un écran numérique, est-ce que c'est juste ou est-ce simplement la nature des affaires? Je voudrais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Simon relayait la panique qui régnait au sein du réseau interne de BioInnova. Dubois a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration. Ils sont paniqués. Ils appellent les banques. Ils essaient d'augmenter leurs limites de crédit. Et quelle banque? Demanda Anya, un sourire glacial sur les lèvres. Ces banques, c'est nous désormais. Anya Petrova se leva. L'heure était venue pour le dragon de cracher son feu. Elle sortit son téléphone. Elle composa le numéro. « Bonjour », dit-elle d'une voix veloutée, mais avec une volonté de faire. « Je m'appelle Anya Petrova. J'appelle au nom de la société Ethelred Holdings, basée à Luxembourg. Oui, le fonds qui détient le crédit de 30 millions d'euros de BioInnova. Merci. » Elle marqua une pause. Je pouvais sentir la pièce retenir son souffle. « Monsieur Dubois, » dit Anya, « veuillez informer BioInnovat qu'elle a enfreint l'article 7b de notre contrat de crédit en raison d'une atteinte à la réputation et d'une perte de valeur de l'actif principal. Par conséquent, Ethelred Holdings rappelle immédiatement la totalité du crédit de 30 millions d'euros. » Oui, immédiatement. Ils ont 24 heures. Anya raccrocha le téléphone. Le silence s'installa dans la suite. Le premier à la rompre fut Bresson, qui applaudit lentement. « Et, dit Bresson, échec et mat. » Le plan était prêt, BioInnova était au cœur d'un scandale d'espionnage industriel enquêté par le PNF. Leur technologie avait été qualifiée de copie sans valeur face au Caduceus, nage évalué à plusieurs milliards d'euros. Leurs actions s'étaient effondrées. Et maintenant, leur plus gros créancier exigeait un paiement en espèces de 30 millions d'euros dans les 24 heures. Ils ne les trouveraient pas, le PDG Dubois et Étienne. Actuellement, dans cette salle de réunion, assistaient non seulement à la chute des actions, mais aussi à leur faillite. Que va-t-il se passer maintenant? Demandai-je d'une voix calme. Maintenant, répondit Anya, nous allons attendre qu'ils déposent le bilan. Ou alors, ils accepteront notre généreuse offre de sauvetage. Quelle offre? Ethelred Holdings, dit Bresson en ouvrant la dernière page du plan, va daigner faire une offre pour racheter la totalité de la société en échange de toutes les dettes de la société dévalorisée. Étienne pensait avoir volé une entreprise d'une valeur de 150 millions d'euros. Nous, en revanche, allions racheter cette entreprise demain matin, peut-être pour seulement 10 millions d'euros, soit 1/3 de sa dette. Préparez-vous, dis-je à mon équipe. Demain, je retourne dans ce bâtiment, mais cette fois-ci sans escorte. En tant que PDG, le lendemain matin, à 9h pile, je me trouvais dans le hall du gratte-ciel BioInnova, où j'avais été licenciée quelques semaines auparavant. Mais cette fois, je n'étais pas seule. À ma droite, Anya Petrova, le dragon. Élégante comme une Parisienne, reine glaciale des chiffres. À ma gauche, maître Luc Bresson, le requin, et son sac en crocodile à la main. Un chasseur venu porter le coup fatal à sa proie. Et moi, je sortais de cette salle de guerre de la Villa Maya. Je ne portais pas le costume froissé de la victime, mais l'armure aux lignes épurées d'un PDG. J'ai aperçu le gardien de sécurité dans le hall. L'homme qui m'avait expulsé ce jour-là, devant 60 personnes en me tenant par le bras, il m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Il a saisi son talkie-walkie. « Mais attendez, Madame Laurent », n'a-t-il dit en se préparant à me barrer le passage. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. » Anya, sans le regarder, a continué à marcher et a dit « Il a raison. Madame Laurent n'a rien à faire ici. Mais nous sommes ici en tant que représentants d'Ethelred Holdings. Et maintenant, nous sommes propriétaires de cet immeuble. » Le gardien de sécurité resta figé. Alors que nous nous dirigions vers l'ascenseur réservé à la direction, Bresson se tourna vers lui. « Eh oui, dit-il, vous devrez désormais vous adresser à Madame Laurent en l'appelant Madame la Présidente. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent immétage. Cette salle de réunion froide aux murs de verre. Lorsque nous entrâmes, le spectacle était celui auquel je m'attendais. Monsieur Dubois était effondré. Il avait passé la nuit debout, il était débraillé, sa cravate était défaite.
Madame Girard, la directrice juridique de l'entreprise, fouillait dans des papiers, le visage livide. Et Étienne, l'homme arrogant qui jouait le rôle de la victime, avait disparu. À sa place, il y avait un épave effrayé, rongé par la panique et le manque de sommeil. Quand ils nous virent, et surtout quand ils me virent, ils ne sauraient pas quoi faire. « Camille !» dit Étienne en se levant d'un bond. « Que fais-tu ici ?»« Tais-toi, Étienne !» dit Bresson en posant son sac sur la table. « Assieds-toi !» Étienne retomba dans son fauteuil comme poussé par une force invisible. « Monsieur Dubois !» dit Ania Petrova d'une voix qui glaça la pièce. « Hier, Ethelred Holdings vous a donné 24 heures pour rembourser votre dette de 30 millions d'euros. Il est 9 heures. Le paiement a-t-il été effectué, Ania ?» demanda Bresson. « Non, maître. »« Les comptes sont vides. Dans ce cas, dit Bresson, nous entamons la procédure de faillite. »« Attendez !» cria Dubois. « Ne faites pas ça. Donnez-nous encore un peu de temps. Nous sommes en train de discuter avec les investisseurs. Cette affaire Caduceus, c'est un mensonge. »« Un mensonge ?» dis-je, prenant la parole pour la première fois dans la pièce. Tout le monde se tourna vers moi. J'ai écrit chaque ligne de Caduceus, monsieur Dubois, et chaque ligne de Chiméra. Qui mieux que moi peut savoir lequel est une copie ? Dubois avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Maître Bresson, dit Ania, ne fatiguons pas davantage ces messieurs. Présentez votre offre. » Bresson sortit une seule feuille de son sac. Il la fit glisser sur la table. « Vous avez 2 options, dit Bresson. Option 1. Ethelred Holdings, en tant que créancier, demande la faillite immédiate de Bioinnovat. La société est liquidée. Avec le procureur national des finances et les procès en matière de brevets, vous, monsieur Dubois, êtes tenu personnellement responsable. Vous perdez votre maison, votre réputation, tout ce que vous possédez. » Bresson fit une pause, attendant que l'horreur s'installe dans la pièce. « Option 2, dit-il. Ethelred Holdings rachète 100% des actions de Bioinnovat SA pour un prix symbolique en contrepartie de toutes les dettes de la société et des poursuites judiciaires engagées. »« La société ?» demanda Dubois, le souffle coupé. « La société qui vaut 150 millions, Agnari, 150 millions, vos actions ont perdu 85 de leur valeur hier. Votre technologie est volée et vous faites l'objet d'une enquête pénale. La valeur actuelle de votre entreprise est inférieure à celle de cette table, monsieur. » Dubois regarda Étienne avec colère. « Vous nous avez ruinés ?» Siffla-t-il, Étienne ne sut quoi répondre. Dubois prit le stylo d'une main tremblante et signa le contrat de cession. « C'est fini maintenant ?» demanda Dubois d'une voix vaincue. Ania Petrova prit le document signé, le plia et le tendit à Bresson. « Non, monsieur Dubois, dit Ania, nous ne faisons que commencer. » Ania me regarda et me fit signe de la tête que c'était à moi de jouer. Je me levai. Je me dirigeai vers la tête de la table. Là où, quelques semaines auparavant, Étienne était assis dans le rôle de la victime. « Monsieur Dubois, dis-je d'une voix glaciale, en tant que nouveau propriétaire et PDG de Bioinnovat, je vous annonce ma première décision en tant que membre du conseil d'administration. Vous êtes licencié pour avoir entraîné l'entreprise dans un complot criminel et pour négligence grave. Veuillez rassembler vos affaires. » Dubois ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. « Madame Girard, dis-je, en me tournant vers la conseillère juridique, et pour avoir trahi votre client et aidé et encouragé un complot criminel interne, vous êtes également licencié. Attendez-vous à ce que je porte plainte contre vous auprès du barreau. » La femme se mit à pleurer silencieusement. Puis, je me suis tournée vers Étienne. Il tremblait de peur. « Oh, Camille, balbutia-t-il, s'il te plaît, je t'aimais. Dubois m'a forcé, Medcor. Ils m'ont menacé. Je suis une victime. Je me suis approchée de lui. Je me suis arrêtée juste devant lui. Je sais, lui dis-je. Je me souviens à quel point tu jouais bien le rôle de la victime, Étienne. Ce jour-là, assis à cette table, tu ne pouvais même pas me regarder dans les yeux. Je me suis penchée vers lui, mon visage tout près du sien. « Mais je ne suis pas une victime, » ai-je murmuré. « Je suis le cauchemar même. Ton projet a été volé, ta vie a été détruite et tu t'es retrouvé à la rue. Tu n'as pas seulement été licencié, Étienne. À ce moment précis, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent brusquement. Ceux qui entrèrent n'étaient pas mes agents de sécurité. C'étaient des inspecteurs du PNF et 2 policiers en civil. » Bresson s'avança. « Monsieur Étienne Giroux, dit-il d'un ton officiel, vous êtes en état d'arrestation dans le cadre d'une enquête menée par le PNF pour espionnage industriel organisé, fraude numérique, fausse déclaration et complot.
Le visage d'Étienne est devenu livide. « Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. » Alors que les policiers le soulevaient de son siège, il m'a regardé. Il n'y avait plus d'arrogance ni de peur dans ses yeux, seulement de l'incompréhension. « Oh, comment ?» a-t-il murmuré. « Comment as-tu fait ?» Je ne lui répondis pas tandis que les policiers le menottaient et l'emmenaient. Jean avait fini avec lui. Dubois et Girard furent escortés hors de la pièce par 2 agents de sécurité. Pièce se vida. Anya et Bresson m'attendaient. À la porte, je me suis dirigée vers le grand fauteuil du PDG. Ce jour-là, le fauteuil où Dubois était assis. Je m'assis. Je sentis la froideur du cuir. J'ai regardé par la fenêtre, vers Lyon, vers la colline de Fourvière. Quelques semaines auparavant, en regardant le même paysage, j'avais tout perdu. Maintenant, j'avais tout récupéré. Et la froide détermination qui m'habitait avait laissé place à une paix sereine. Le jeu était terminé. Lorsque la pièce s'est vidée, je me suis assis dans le grand fauteuil du PDG. J'ai regardé Lyon, la colline de Fourvière. Quelques semaines plus tôt, en contemplant ce même panorama, j'avais tout perdu. Maintenant, j'avais tout récupéré. Le jeu était terminé, mais un nouveau jeu commençait. « Madame la Présidente ?» J'ai entendu la voix de Maître Bresson. Il se tenait à la porte avec Anya. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Bresson. « La société vous appartient, mais vous avez hérité d'une épave vidée de sa substance, dont la réputation est ternie et dont les employés sont démoralisés. » Anya Petrova a ajouté « Et les inspecteurs du PNF sont actuellement partout dans le bâtiment. » L'arrestation d'Étienne n'est qu'un début. Dubois et Girard vont également être interrogés. Cela va faire beaucoup de bruit dans les médias. « Je sais, dis-je en me levant. Et nous allons utiliser ce cirque à notre avantage. » Ce jour-là, je ne suis resté assis dans ce fauteuil que 10 minutes. Puis, nous nous sommes mis au travail. Notre première action a été un nettoyage complet. Étienne, Dubois et Girard étaient partis. Mais nous devions également renvoyer tous ceux qu'ils avaient placés à la direction, tous ceux qui étaient au courant du complot ou qui, au minimum, avaient fermé les yeux. Les données recueillies par Simon nous indiquaient qui chuchotait avec qui applaudissait l'ascension d'Étienne. J'ai pris moi-même la direction du département des ressources humaines. Ce jour-là, 12 autres cadres supérieurs ont été licenciés chez BioInnovat. De retour dans le hall, j'ai croisé le regard du gardien qui m'avait expulsé en me tenant par le bras. « Monsieur, lui ai-je dit calmement, merci pour vos services. Vous êtes désormais libre. » Il m'a regardé avec étonnement. « Mais, Madame la Présidente, je ne faisais qu'exécuter les ordres. »« Je sais, ai-je répondu. Et maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Mon équipe sera composée de personnes qui ne se contentent pas d'exécuter les ordres, mais qui remettent en question ce qui est juste. Veuillez quitter le bâtiment. » Deuxième étape, la transparence. Ce soir-là, j'ai envoyé un email à toute l'entreprise et j'ai annoncé une conférence de presse spéciale avec les Échos et Le Monde. Le lendemain matin, cette même salle de réunion était remplie, non pas de cadres, mais des plus grands journalistes économiques français. Je me suis présentée devant eux. Je m'appelle Camille Laurent. Hier, j'ai racheté BioInnovat au nom d'Ethelred Holdings. Et oui, je suis bien Camille Laurent, celui qui a été licencié il y a quelques semaines de ce bâtiment pour espionnage industriel. Vous pouvez imaginer le brouhaha qui a suivi. Je leur ai tout raconté. Le complot. Comment le projet Chimera avait été volé. Et surtout, le projet Caduceus. Je leur ai expliqué que la technologie volée par Étienne n'était qu'un jouet à côté de ma véritable technologie. BioInnovat, ai-je dit, était fondé sur un mensonge. Et ce mensonge a pris fin aujourd'hui. C'est pourquoi, à compter d'aujourd'hui, le nom BioInnovat SA appartient au passé. Voici. Mais ai-je dit en montrant le nouveau logo qui apparaissait derrière moi sur l'écran? Le nouveau leader européen de la biotechnologie, Caduceus Dynamics. Et cela me fait réfléchir. Quelle est la valeur d'une marque? Est-ce seulement son nom ou l'histoire qui se cache derrière? Pensez-vous qu'il soit possible de détruire complètement la réputation d'une entreprise et de créer une nouvelle marque plus forte à partir de ses cendres? Partagez votre stratégie dans les commentaires. Mais qu'est-il advenu de ce trio cruel? La justice a-t-elle été rendue? Ah oui. Nous arrivons à la partie de l'analyse intitulée « Rapport Karma Étienne Giroux ». L'enquête menée par le PNF a fait boule de neige grâce à l'enregistrement IP trouvé par Simon. Étienne n'avait pas seulement volé Chimera, il avait également tenté de manipuler le cours de l'action avec le PDG de Medcore. Il a été condamné à 7 ans de prison sans réduction de peine pour espionnage industriel organisé, fraude et complot. Tous ses biens ont été saisis.
Son bel appartement à Lyon a été vendu pour payer une partie de mon procès en matière de brevets, d'un montant de 100 millions d'euros. Son nom est entré dans l'histoire de la technologie française comme celui d'un traître, Monsieur Dubois. Son licenciement du poste de PDG a marqué le début de la fin. Il n'avait pas participé directement au complot, mais il a également été jugé pour négligence grave et manquement à son devoir de surveillance. Il n'a pas été emprisonné, mais l'amende qu'il a reçue l'a ruiné. Et surtout, Maître Bresson et Ania Petrova ont fait inscrire son nom sur la liste noire de tous les grands fonds et entreprises européens. Il ne pourra plus jamais entrer dans une salle de conseil d'administration, Madame Girard, avocate principale. Comme l'a dit Bresson, je l'ai dénoncée au barreau. Lorsqu'il a été prouvé qu'elle avait participé à un complot contre les intérêts de son client, sa licence a été révoquée à vie. Elle ne peut plus exercer le métier d'avocate. Leur vie était finie. La mienne, en revanche, ne faisait que commencer. Caduceus Dynamics s'est envolé comme un phénix. Le potentiel du projet Caduceus était bien plus grand que la déception causée par Chimera. J'ai renégocié notre accord de licence avec Helvetia Pharma, non plus en tant que particulier, mais en tant que PDG de Caduceus Dynamics. Cela a rapporté des milliards d'euros à l'entreprise. Nous avons réuni les meilleurs cerveaux d'Europe à Lyon. Simon Vasseur, le fantôme, est devenu notre directeur technique. Il a transformé notre cybersécurité en une véritable forteresse. Ania Petrova est devenue présidente du conseil d'administration. Grâce au génie financier du dragon, et nous n'avons plus aucun concurrent à avaler en Europe. Maître Bresson, le requin, est resté à la tête de notre service juridique. Il a veillé à ce que chacun de nos contrats soit à toute épreuve. En 4 ans, Caduceus Dynamics est passé d'un seul gratte-ciel à Pardieu à une entreprise de 50 milliards d'euros avec des bureaux à Paris, Berlin et Zurich. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement de devenir riche. Il s'agissait de faire exactement le contraire de la trahison d'Étienne. Il avait utilisé la technologie pour voler et détruire. Moi, j'allais l'utiliser pour créer et partager. Avec une partie des bénéfices de Caduceus Dynamics et la totalité de ma première fortune de 75 millions d'euros gagnée chez Helvetia Pharma, j'ai créé quelque chose, le Fonds Laurent pour l'innovation. Ce fonds a commencé à octroyer des bourses non remboursables de plusieurs millions d'euros à de jeunes talents brillants comme moi, mais considérés comme théoriques, et méprisés en particulier aux femmes chercheurs. Je me suis présentée à nouveau devant l'ancien jury de l'École centrale de Lyon, mais cette fois-ci, non pas en tant qu'étudiant, mais en tant que leur plus grand donateur. Nous soutenions désormais les rêves théoriques. Étienne m'avait jeté à la rue. Avec cet argent, j'ai empêché que des milliers de nouvelles Camille Laurent soient jetées à la rue. C'était ma revanche. Aujourd'hui, cela fait exactement 5 ans depuis ce matin glacial. 5 ans depuis le jour où j'ai été expulsée de ce gratte-ciel à Lyon. Je me trouve actuellement dans le même gratte-ciel de la Pardieu, dans le même bureau d'angle au 30e étage. Je suis assis dans le fauteuil où Dubois était assis ce jour-là et que j'ai repris. La vue est toujours la même. La colline de Fourvière dans la brume. Le Rhône qui coule lentement. Mais je ne suis plus le même. La pièce n'est plus la même. Ce n'est plus Bioinnova. C'est le cœur de Caduceus Dynamics. Et le plus grand empire d'Europe. Évalué à 50 milliards d'euros. Ce jour-là, dans cette salle de réunion, quand j'ai renvoyé Étienne, Dubois et Girard, j'ai cru avoir pris ma revanche, mais je me suis trompée. Ce jour-là, je n'avais pas pris ma revanche. Ce jour-là, j'avais simplement rendu justice. La véritable vengeance, c'était ce que j'ai fait après ce jour-là, la vengeance. Ce n'est pas détruire, c'est créer quelque chose de mieux, de plus grand et de plus durable que ce qu'ils ont détruit. Étienne a volé le projet Chimera. J'ai standardisé le diagnostic de la maladie d'Alzheimer dans le monde entier grâce au projet Caduceus. Il m'a jeté à la rue. J'ai sauvé des centaines de jeunes de la rue et les ai fait entrer dans des laboratoires grâce au Fonds Laurent pour l'innovation. Il a essayé de salir mon nom. J'ai fait du nom Laurent, le symbole de l'innovation et de l'utilité sociale en Europe. Voilà, c'était ma vengeance. Une vengeance silencieuse, durable et créative. Et mon équipe? Mon conseil de guerre? Sans eux, rien n'aurait été possible. Maître Luc Bresson, le requin, est toujours à la tête de notre service juridique. Il est désormais l'avocat d'entreprise le plus redouté non seulement de France, mais aussi d'Europe. Grâce à lui, Caduceus Dynamics n'a perdu aucune bataille juridique. Ania Petrova, dragon, est restée présidente du conseil d'administration. Grâce à son génie financier, nous n'avons pas seulement grandi, nous avons avalé nos concurrents.
Elle est devenue ma partenaire, ma confidente et mon amie la plus fidèle. Elle aime gagner de l'argent, mais elle aime surtout que des femmes comme nous en gagnent. Et Simon Vasseur, le fantôme, notre directeur technique. Il dirige la forteresse numérique de Caduceus Dynamics. Il a tiré les leçons de la seule faille de sécurité découverte par Étienne et a fait de notre entreprise la société de biotechnologie la plus sécurisée au monde. Sans lui, nous n'aurions jamais pu trouver cette première preuve. Nous étions une équipe réunie par la trahison. Et nous avons bâti un empire grâce à notre loyauté. Et Étienne, je pense parfois à lui. J'ai appris qu'il était sorti de prison l'année dernière. Son nom ayant été inscrit sur la liste noire, il n'a jamais pu retrouver de travail dans le secteur technologique. Je crois qu'il travaille à Marseille comme responsable d'entrepôt. Ce que je ressens à son égard? De la haine? Non. De la colère? Plus maintenant. Rien, il n'est qu'une note de bas de page dans ma vie. Un catalyseur douloureux mais nécessaire qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne lui ai pas pardonné, mais je l'ai oublié, car ma vengeance était de le rendre complètement insignifiant dans ma vie, et j'ai réussi. C'était mon histoire. L'histoire d'une femme rejetée à Lyon qui a bâti un empire à partir de la froideur glaciale de la trahison. Vous avez vécu tout ce parcours avec moi. Le choc, la trahison, la détermination glaciale, le plan, la guerre et la victoire. Maintenant, je vous pose la question. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait avec ces 75 millions d'euros? Vous seriez-vous contenté de vous venger? Auriez-vous détruit Étienne et les autres, pris l'argent et vous seriez retiré sur une île? Ou bien, comme moi, auriez-vous pensé que la meilleure vengeance était de créer quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient détruit? Vous connaissez mon choix. J'ai hâte de lire le vôtre dans les commentaires. Merci de m'avoir accompagné dans ce long voyage. Je m'appelle Camille Laurent. Et ceci n'était pas l'histoire de la justice rendue, mais celle de la justice construite. Si vous voulez plus d'histoires de ce genre, tissez maille après maille, où la justice finit par triompher, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire avec un ami qui croit en la justice. À bientôt.